Numéro 1. Bonjour et bienvenue à ce cours sur l'éducation. Aujourd'hui, on commence en fait une nouvelle série et un nouveau chapitre de notre travail pour s'élever avec nos enfants. C'est la partie sur la gestion des émotions. Et en fait, pour nous, les mamans, c'est hyper important parce que tout ce qu'on a vu sur la discipline, on le savait, même s'il fallait mieux le revoir et le remettre en place, ok? Tout ce qu'on a vu sur l'amour, l'amour inconditionnel, la nécessité pour un enfant, c'est vital pour un enfant de se sentir aimé, la nécessité de démontrer, d'aller au-delà de notre propre langage d'amour pour aller chercher comment est-ce que l'enfant va percevoir notre amour et lui démontrer vraiment tout ça, ça fait du sens, on est d'accord. Le problème, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que parfois, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que on a des journées qui quand on vient d'accoucher, sont entrecoupées toutes les heures par des biberons, même la nuit. On est fatigué, on doit travailler, on a la maison, on a le travail, on a aussi prendre soin de son mari, de chaque enfant. Et plus ils grandissent, on se dit, ah, c'est bien, ils vont gérer tout ça. Non, pas du tout. Plus ils grandissent et plus ils ont des problèmes grands. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème, entre guillemets, c'est ce qu'on entend. Ce n'est pas du tout pour nous faire peur pour le futur, mais un parent, et on le voit avec nos parents, au Hachem, il accompagne son enfant émotionnellement jusqu'à la fin de la vie, quoi. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je sais quand je rentre à Paris très rarement chez mes parents, si jamais j'ai le malheur de rentrer après une certaine heure, mon père est quand même debout à attendre. Je dis, mais papa, j'ai 45 ans presque, mais je vis toute seule depuis des années. Oui, mais quand je sais que tu es chez moi et que je ne te vois pas rentrer, je m'inquiète. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on aime, on ne peut pas ignorer que la personne, elle est sous son toit, quoi. Ou pas sous son toit. Parce que quand on a des enfants qui partent après faire leurs études en dehors de la maison ou pas, et qu'ensuite ils se marient, et qu'ensuite ils ont des enfants, on multiplie l'amour, le cœur grandit et aussi les préoccupations. Donc, pourquoi c'est tellement important de savoir gérer ses émotions? Parce qu'on l'a dit, la maman, la femme, c'est la baït, c'est la maison. C'est d'elle, je parle toujours de la femme comme une sorte de thermostat. C'est quelqu'un qui va prendre la température et qui va agir soit pour la relever, soit pour la baisser. D'accord? On n'est pas seulement des thermomètres. On ne dit pas juste, ah tiens, la maison est en balagane totale. Il n'y a personne qui va bien dans cette maison. Ah, le petit est en échec scolaire. Non, on n'est pas en train de dire ça. On n'est pas des thermomètres qui disent, le petit est en échec scolaire. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. D'accord? Non, on va aller appeler les profs, appeler le principal, aller chercher quelle école peut être le plus adaptée pour tel enfant, etc., etc. Mais tout ça, ça nous prend énormément d'énergie. Et parfois, on s'oublie, d'accord, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes, des petits problèmes d'enfants, même je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire pour un petit enfant qui a des coliques, d'accord? Il y a une dame qui étudie avec nous le mercredi, elle vient d'accoucher il n'y a pas longtemps, elle me dit, ah là là, ça me fait de la peine, comment la petite, elle a des coliques, Ça fait de la peine, vous vous souvenez, ces moments où tu ne sais plus quoi faire pour l'arrêter de pleurer, d'accord? Donc, en fait, quand on entreprend de travailler sur ces qualités de maman, d'éducatrice, eh bien, parfois, on se décourage. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais attends, j'ai tellement appris de trucs. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. D'accord? Je sais que le moment du coucher, c'est le top. Et peut-être que pendant 2 semaines, ça va être génial. Tous les soirs, je vais arriver à aller coucher Liora à telle heure et rester 5 minutes avec elle, lui lire une petite histoire. Et Ariella, machin, non, d'accord? Et chaque soir, je vais faire top. Et un soir, on ne sait pas pourquoi, la jarre émotionnelle de maman est pleine. Il y a un petit truc qui prend le dessus. Et d'un seul coup, on explose. Et on se dit, mince, j'ai tout gâché, je suis nulle, je suis une zéro, ça vaut rien. J'arrête toutes mes bonnes décisions, d'accord? Mes bonnes, comment est-ce qu'on dit? Résolutions, mes bonnes initiatives. Mais en réalité, non. Il faut qu'on apprenne vraiment d'abord à être indulgente envers nous-mêmes. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que quand on est, nous, on est très, très, on va dire, on est très exigeante avec soi-même pour la plupart des femmes, d'accord? C'est-à-dire qu'on va se dire, j'ai pas le droit à l'erreur. Quand il y a une erreur, même avec un diet, même avec un régime, on se dit, allez,
C'est bon, je lâche tout, ça vaut plus le coup. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de se dire, je ne vois pas toutes les fois où j'ai super bien fait? Eh bien, parce qu'en fait, ça va être la première chose qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Voilà. Voilà. Il y a un truc que nous dit le Midrash Tanhuma, nous dit « Celui qui a pitié des cruels fera finalement preuve de cruauté envers ceux qui méritent de la pitié. » Alors, dans nos mots d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'est pas ferme quand il le faut, il doit savoir qu'il se prépare à une situation où il devra être agressif, voire brutal. Ça veut dire que celui qui n'établit pas des limites claires avec l'enfant, qui n'endosse pas suffisamment son rôle d'autorité, ne le recadre pas en cas de dépassement de comportement, se prépare indubitablement à une situation, que ce soit dans une heure, dans un jour ou dans une semaine, où il s'emportera, il perdra ses moyens, il lui hurlera pour des broutilles, de manière injustifiée et complètement disproportionnée. Et on l'a tous vécu. Mais c'est ça. On va donner un exemple. Imagine, c'est un exemple qui est donné dans ce livre. Parce qu'en fait, il fait chaud. Non, mais c'est juste que... Ouais, non. C'est juste que j'ai mis un pull et une veste et il fait juste 90 dehors. Ok. Donc, ok. Et puis j'approche de la ménopause. J'ai chaud. Ah oui, c'est pas grave. Ah, si, c'est grave. Enfin bon, tant pis, on coupera. Ok, donc on va prendre un exemple. Imaginez donc la maman qui fait des efforts sur le coucher. D'accord? C'est la dernière chose qu'on avait vue la dernière fois. Ok? Tous les soirs, elle fait vraiment attention. Ah là là, tous les soirs, je les mets au lit. Je prévois 40 minutes. Je sais que normalement, ça me prend 20 minutes. Je prévois le double, comme ça, on est tranquillou. Je ne me stresse pas et tout ça. Je lui dis la petite histoire, je lui mets la petite musique, détente, les petits bisous, le petit câlinou, le grattage de dos pour ceux qui aiment. Hop, tout le monde au lit, c'est top. C'est magnifique. Un soir, une des petites ou un des petits me dit « Maman, tu sais quoi, j'ai pas assez mangé, j'ai faim, j'ai encore faim, j'ai pas tout mangé, mon repas. » D'accord? Est-ce que, exceptionnellement, je peux prendre un petit yaourt au chocolat? Bon, c'est la fin de la journée, vous êtes claqués, vous avez une longue journée. Un petit yaourt au chocolat. Allez, vas-y. Bon, ok. Tu sais quoi? Va prendre un petit yaourt au chocolat. C'est pas grave. Une fois de temps en temps. Que ça fait. Hein? C'est tous les enfants après. Ouais. Et au moment où elle va prendre son petit yaourt au chocolat, vous avez la pile de linge plié, toute prête à être mise dans les armoires une fois que les enfants sont endormis. Le petit yaourt au chocolat, quand elle l'ouvre, explose sur la pile de linge tout plié. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible! Mais tu peux pas faire attention! Mais enfin, mais pourquoi? Et en fait, l'erreur, elle était où? C'est le gosse? C'est pas le gosse qui a... Le gosse, si c'est un accident, ça arrive. D'accord? D'abord, qu'est-ce qu'on va mettre? Notre pile de linge tout propre et tout plié dans la cuisine. First thing. Mais second thing, si je me souviens que la constance, c'est la chose qui permet d'avoir en fait de la tranquillité, et ben en réalité, au moment où l'enfant il vient toucher les limites, vous vous souvenez l'histoire des 3 petits cochons, on avait dit, il va voir est-ce que la maison que les limites que ma maman m'a données sont assez solides pour me protéger de l'extérieur, d'accord? Donc maman, est-ce que je peux reprendre un petit lait au chocolat, un petit gâteau au chocolat ou un petit machin? Non, mon amour, je suis désolée, il est tard. Mais maman, mais j'ai faim, tu ne vas pas me laisser me dormir? Eh bien, moi, c'est arrivé chez mon fils hier soir. C'est vrai? Ouais, il ne voulait pas manger ce qu'il y avait à dîner. Et je lui ai dit, écoute, mon amour, ça fait 2 soirs de suite. Et je ne suis pas d'accord que tu ne manges pas ce qu'il y a à dîner. Tu manges ce qu'il y a à dîner. Il mange ce qu'il y a à dîner. Il y avait des copains, lui, qui étaient là. Et donc, ils ont pris un soda, chose que normalement, ils ne prennent jamais. J'en ai pour Shabbat et pour les invités quand on a des invités, mais voilà. Ils me disent, maman, comme il y a les copains, on peut prendre un soda. Je dis, vous savez quoi? Oui, exceptionnellement, comme il y a les copains, on peut prendre un soda. Sauf que quand il ouvre sa bouteille, son truc, ça explose dans son assiette où il y avait sa nourriture. Maintenant, les copains n'étaient pas... Je n'avais pas prévu les copains quand j'avais fait mon repas le dimanche, parce que je prépare mes repas le dimanche pour le soir de la semaine. Donc, je dis à David Youssef,
OK, il n'y a plus grand-chose. C'est-à-dire que lui, il peut se resservir 2-3 fois. Je dis donc, tu vas te reprendre une bonne assiette de pâtes. Je partage la viande de Sarah avec toi. Et après, tu manges une banane si tu as faim, mais that's it. Non, je ne veux pas. Non. Je dis, bah, écoute, c'est ce qu'il y a. Tu as voulu prendre le coca. Vous avez joué avec avant. Ça a explosé. C'est pas je ne peux plus rien faire pour toi. Si tu as encore faim, tu manges une banane. Non, j'aime pas les bananes. Tu aimes tout à fait les bananes. Tu en as mangé 50 fois des bananes. Non, je ne veux pas manger de bananes, etc. 1 heure après, 1 heure et demie après, maman, j'ai faim, oh là là, j'ai faim. J'ai dit, écoute, mon amour, c'est quoi? On va faire de l'EFT, même si j'ai faim, que ma mère ne veut pas me donner à manger. Je m'aime et je m'accepte complètement. J'ai dit, il y a eu un temps pour manger. Je t'ai dit, est-ce que tu es sûre que tu ne veux pas manger ta banane? Maintenant, tu peux aller te coucher. Dieu bénisse, il a plein de réserves, donc ce n'était pas la fin du monde. Il a repris un petit peu d'eau, il est allé se coucher, et voilà. Mais je me suis dit, si je lui accorde à ce moment-là, d'abord, c'était le thème d'aujourd'hui, donc je me suis dit quand même, il faut que je me respecte. Mais en plus, je me suis dit, il va arriver quelque chose derrière, et ça va être encore un truc qui va m'énerver. Parce que à ce moment-là, dormir avec la faim. Je me dis, moi, quand j'ai faim, je n'arrive pas à dormir. oui, c'est vrai. Non, c'est moi c'est la soif. Mais il a mangé. Tu vois, s'il a mangé, je pense que c'est différent. Et puis ça dépend quel âge aussi. Oui, il a 9 ans et demi. Voilà. Et il a très bien mangé. Il a pris un très bon goûter. Il a mangé une assiette de pâtes et un morceau de viande. Oui. Il va prendre C'est la vérité. c'est pas parce qu'il a faim, c'est parce qu'il va non, il le prend en 2 secondes. Ok, alors tu sais ce que tu peux faire? Tu peux prévoir à l'avance. C'est-à-dire, encore une fois, c'est avant que ce soit l'heure d'aller vous coucher. Vous voulez manger quelque chose? Si tu veux ton gâteau, c'est bon. Ouais. Mais ce n'est pas au moment du coucher. Au moment du coucher, maman et toi, on va être dans un moment très particulier. Ça va être trop sympa. On va se raconter une histoire. On va kiffer. Tu vas me raconter ta life. Je ne sais pas ce que tu veux, Ethan. Mais si tu veux manger, c'est maintenant. Là, il est 7 heures. Machin, une fois qu'on se lave les dents, no more. Vous organisez à laisser 40 minutes le soir pour les coucher. Par exemple, vous avez un dîner, on doit sortir. Ben, tu dois aller coucher avant ou alors tu fais ton dîner après. Ou alors, exceptionnellement ce soir-là, ben, tu sors très souvent, c'est de manière régulière ou pas? Non, mais par exemple, hier, on avait un dîner à 8 heures. Ouais. Marie, il était en retard. Donc c'est toujours la guerre. Donc si je suis en retard, il me fait la guerre pour me fait la gueule tout le chemin. Sachant qu'il n'a sûrement rien fait à part s'habiller. Hein? Donc lui, il n'a sûrement rien fait à part Hier, s'habiller. il aurait fait ça pour lui, mais du coup, il ne les a pas mis au lit. Genre, il a dit à aller dormir, il ne les a pas vraiment mis au lit. Souvent, il le fait quand j'ai besoin, mais hier, il les a. Moi, je me suis sentie tellement mal que je n'ai pas couché parce que j'ai dû me laver les cheveux, m'habiller. Me faire un petit alors, et tout ça, ça s'organise en amont. C'est-à-dire, si c'est last minute, que ton mari te dit, OK, il est 7h30, à 8h, on doit être parti, alors tu vas te dire, OK, quelle est ma priorité? Soit tu dis à Marc, regarde Marc, est-ce que tu es OK de prendre le relais sur les enfants? Comme ça, moi, je me prépare parce que pour moi, c'est important de me sentir bien quand on sort tous les deux. J'ai envie d'être belle pour toi, j'ai envie de me sentir bien, etc. D'accord? S'il est OK, tu dis, voilà, tu es OK de leur lire, elles adorent qu'on leur lise ce petit livre. Mais après, encore une fois, tu laisses tomber, c'est plus ton affaire. C'est que lui, tu lui as remis sa place de papa, d'accord? Et toi, tu ne dois pas aller vérifier s'il a bien dit la petite histoire comme maman l'aurait fait, etc. Non, bien sûr, mais si tu savais... Ok. Mais si jamais tu le sais à l'avance, alors tu te laves les cheveux avant, tu te maquilles avant et tu fais tout ça avant. Mais avant, je n'ai pas le temps. Je dois chercher un chauffeur. Je dois chercher un étage, je dois les poser à pied, je dois aller le faire activer. Et bien ce jour-là, tu t'arranges. Voilà, exactement. Je sais que tu dois être prête. Ce jour-là, tu t'arranges, tu t'organises. Mais aussi, tu peux aussi trouver une super babysitter ou un babysitter. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un d'intéressé, il y a un babysitter français qui est là jusqu'en juillet, qui est un gentil garçon, Noah Zenfeld, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est à Aventura, mais qui fait du babysitting s'il y en a qui ont besoin, ou qui amène et qui va chercher les enfants à l'école après-midi aussi. Donc voilà, bon, anyway, ça, je vous donnerai le numéro. Mais tu t'arranges si tu trouves une très bonne babysitter, et bien à ce moment-là, tu lui dis, voilà, regarde, tu lui dis une petite histoire, machin, et tu lui dis, moi, ma routine, c'est ça. Mais si exceptionnellement une fois, c'est pas comme d'habitude. Non, bah, bien sûr, c'est pas la fin du monde. De toute manière. Non, mais je pense que c'est important ce que tu dis.
Tu as commencé à dire, je crois, je me sens coupable ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a un moment, et ça va dans la préservation de notre état mental, on ne peut pas se sentir coupable parce qu'un soir, voilà, tu es sorti, tu n'as pas fait bedtime, tu as joué au tennis. Ça arrive genre 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Écoute. Eh bien, laisse-lui la responsabilité, comme ça, s'il est en retard, c'est pas ta famille ou tu vois. et encore une fois, tu peux aussi, bon, si c'est 2 fois par semaine, ça fait quand même une régularité, mais si tu as quelqu'un qui est, je sais pas, une petite jeune fille qui fait du babysitting ou quoi, qui est gentille. Mais je me sens mal, genre, elle travaille depuis le matin avec le petit homme et de lui demander encore de mettre des pieds au lit, c'est beaucoup, tu vois. Alors, trouve quelqu'un, une petite jeune fille dans les environs de 15 ans qui peut te les garder, 14 ans. Ouais. Une petite jeune fille. Je suis très autoritaire avec ça. Mais tu vois, ça peut être aussi ça. Mais surtout, ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Et c'est exactement le point qu'on va regarder aujourd'hui. C'est que il faut revoir ses expectations sur soi. Voilà. Ses attentes ses attentes de soi. D'accord? C'est-à-dire, je parle plus bien, je ne parle bien dans aucune langue maintenant. C'est fini. Mais ce qui est important donc, c'est de voir, ok, que il faut savoir se dire que quand on fait une erreur, c'est pas grave. Quand on crie une fois et qu'on s'est retenu toutes les autres fois, pas qu'on s'est retenu, qu'on a réussi à introduire une nouvelle relation avec nos enfants les autres fois, ben, il faut juste voir en fait, qu'est-ce qu'elle vient te dire cette erreur? Elle vient en fait te permettre de t'évaluer dans ton travail sur toi. C'est tout. C'est tout. De te dire, waouh, tu te rends compte, attends, mais j'ai réussi pendant 2 semaines à intégrer beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de câlins, beaucoup plus de discipline. J'ai mis en place des règles à la maison, etc., etc. Je suis top, mais top. Ok, cette fois-ci, j'ai perdu les pédales. J'ai fait l'histoire des cadeaux et les charts avec les stickers pour dormir à 8h30. Ça a bien marché. Ah ben, Hachem, tant mieux. Ouais. Oui, mais les trucs de discipline, ça fonctionne très bien. Tant qu'on est régulier, et encore une fois, si on ne peut pas le faire pour X raisons, ça ne sert à rien de se flageller avec des orties fraîches parce que de toute manière, ça ne va rien améliorer à la situation. Mais donc, le Rav, il nous dit, le fait de travailler sur soi, de s'exercer à la maîtrise personnelle ne veut pas dire accéder à toutes les demandes de l'enfant, faire tout à l'amiable, se priver de lui opposer un refus ou de le recadrer calmement, mais fermement en cas de besoin. D'accord? Il faut se souvenir que même quand on est régulière et qu'on dit, bon, allez, je vais céder sur ça, réfléchissons d'abord quelles peuvent être les conséquences et à quel niveau on en est émotionnellement. Si jamais cette action-là qu'on lui autorise de faire, ça va créer quelque chose derrière, est-ce qu'on va être capable de gérer ou pas? Si on n'en peut plus, parce que ça arrive plein de fois, qu'à la fin de la soirée, on se dise, là, j'ai envie juste qu'ils aillent se coucher et que moi, je puisse avoir un petit peu de me time avec mon mari, de dîner. Parfois, on n'a pas encore dîné. Alors, à ce moment-là, il faut évaluer avant de dire. Ou alors prévoir. Par exemple, Morgane, eh ben, l'histoire de cette fête, tu n'as pas envie qu'il parte le ventre vide au lit. Assure-toi qu'il mange 1 heure avant d'aller au lit. Et bien alors, s'il mange très bien, C'est devenu une habitude. et bien alors... Et après, il va brosser les dents et après, il va dormir. Ouais. Et j'ai Noah qui mange toutes les 10 minutes de l'eau, maman Huggy, maman de l'eau, et pendant 1 heure tous les soirs. Et ben tu peux, en fait, ouais, tu peux lui mettre de l'eau, mais tu peux aussi dire, voilà, maman, elle va te donner 2 fois de l'eau. Tu as assez d'eau, etc. Tu vois, mais juste que tu... Le truc, c'est que c'est toujours cette idée que quand on donne, eux ne peuvent pas prendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'idée, c'est d'être un donneur, de leur permettre de recevoir, mais de ne pas être un preneur, entre guillemets, de ne pas aller dire, de ne pas être celui qui tire sur la jupe de maman et qui dit, maman, maman, maman. Non, tu lui donnes en avance, mais tu détermines le cas dans lequel tu lui donnes. Non, mais je vais aller à Noah, tu ne me demandes pas d'eau, je te donne un sticker. Non, mais c'est gênant, il laisse une bouteille d'eau, par exemple. Non, pas du tout. Comme ça, au moins, il t'appelle pas dimanche. Ouais, mais peut-être qu'elle va terminer sa bouteille et lui redemander parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est la présence de maman. Plus. Ouais, mais je pense que ça ne va pas m'intéresser de boire toute sa bouteille, en fait.
Non, c'est surtout qu'elle a envie d'avoir sa maman à côté, en général. Moi, je leur laisse de l'eau à côté. Moi aussi, je suis une bouteille. Et t'as raison, Je pense que c'est pas. Enfin, Il moi, veut pas Daniel, il boire, donne en des fait. mouchoirs. Enfin, tu vois, non, mais il trouve tout ce que. Bien sûr, pour que tu vois, maman vienne. pour que tu reviennes. Moi, maintenant, je lui dis, en avant, je lui dis, je vais te chanter 2 chansons, tu choisis lesquelles, et puis après, je pars. Et avant de partir, et ça me brise le cœur, à chaque fois, je lui dis, Daniel, je vais partir, je ne reviens pas jusqu'à demain, tu vois, genre, ça ne sert à rien de pleurer. Après, il pleure et je ne rentre pas dans la chambre parce que je me dis, si je lui ai dit, je ne reviens pas jusqu'à demain et que je reviens, tu vois. Alors, là, ce qu'on voyait dans le dernier cours, le cours d'avant, c'était que si aussi ils se sentent satisfaits du moment qu'on leur a accordé, alors, et qu'ils ont assez de nous, entre guillemets, d'accord, à ce moment-là, ils vont pas aller pleurnicher derrière ou pas aller demander plus de maman parce qu'ils ont eu assez. Mais c'est pas facile En général, je ne pars pas tant qu'il m'a dit OK. S'il m'a dit non, c'est-à-dire je ne le laisse jamais en pleurant. Ça, je ne ferme pas la porte parce que sinon je sais qu'il ne s'arrête pas. Mais s'il m'a dit OK et genre 15 minutes après, tu vois, il se met à Tu pleurer. fermes la porte, tu fermes la porte. Je ferme la porte. Parce que c'est pas un peu une grosse séparation de fermer la porte. Genre, ils se sont vraiment exclus. Moi, je laisse ma fermer la porte. Et d'ailleurs, la lumière. Moi, Ethan, il ne veut pas que je ferme la porte. Ouais, moi aussi, moi, ils n'aiment pas quand je ferme la porte. Ouais, moi aussi. Et moi, ils aiment. Ouais. Et David Joseph, par exemple, il veut que la porte soit fermée parce qu'il n'y a pas de monstre qui rentre comme ça. Ouais, mais après, ça dépend des Il est plus grand. Oui. Dans un frame, hein, donc Ouais, ouais. il ne peut pas sortir de tout. Alors, ferme tous les tiroirs, tous les placards. Oui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas dormir. Moi, si à la porte, je suis fermée, c'est vraiment genre. J'enferme, tu vois, ça fait. Ouais, Après, c'est des habitudes. Ouais, mais ça, c'est Moi des aussi, ressentis. comme ça, mais si tu as toujours fermé la porte, tu ne vas pas Non, comprendre. moi, j'ai une question, par exemple, pour les plus grands, toi, ou même les plus petits, tu vois. Si par exemple, un jour, t'as pas réussi à te contrôler, tu t'es énervé pour un truc, tu vois, que tu n'aurais pas dû. Est-ce qu'on peut dire, je suis désolée. Bien sûr. J'ai mal. Ouais. Tout à fait. Et tu dis, vous savez quoi? Et c'est au contraire, tu leur montres que, bah voilà, vous savez quoi, maman est en train de travailler sur cette mida-là, de la colère. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. J'arrive vraiment plein de fois. Parce que là, tu as l'air. Plein de fois, maman, elle arrive à bien modérer cette mida-là, ce trait de caractère-là. Et puis, là, j'ai pas assez bien géré mes émotions. Et donc, je me suis énervée. Merila, bien sûr. Moi, la dernière fois, il était en train d'essayer de taper sa sœur pour la 14e fois. Et donc, vraiment, si tu veux, je l'ai stoppé comme ça et on était là et il est tombé. Enfin, il est tombé de là à là, quoi. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit maman, non. Tu vois, genre, c'est pas non. Et je lui ai dit, je suis désolée, tu as raison, j'aurais pas dû, tu vois, me mettre comme ça, je m'excuse. Parce que quand lui, il tape sa sœur, je lui dis, excuse-toi. Donc, moi, de la même manière. Et donc, il m'a dit, maman, non. Je lui ai dit, je suis désolée, je voulais protéger Gaïa et je suis désolée que tu sois tombée. Donc, ok, il a changé, mais je pense que c'est important. Non, mais il n'y a aucun problème. Au contraire, en fait, on est en train en même temps de leur montrer que ça peut arriver et qu'eux n'ont pas à se sentir mal, même s'ils se mettent en colère ou même s'ils pleurent parfois ou quoi que ce soit. Et qu'en réalité, tout ça, c'est un travail d'une vie, hein, le travail des midotes. Moi aussi, Alexis, je faisais comme genre exagère de ces histoires quand ils font quelque chose de mal. Si je fais quelque chose sans pas exprès, je leur ai fait mal ou quoi que ce soit. Say sorry. Say sorry. You didn't say sorry. Alors, donc là, dans la question dans le travail des émotions, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voudriez le plus changer chez vous? Chacune peut répondre ou pas. Moi, c'est l'angoisse. Moi aussi, moi, c'est la patience. L'angoisse, donc le manque de patience. Moi, je pense que c'est plus une question d'organisation. L'organisation. D'accord. Plus organisé, moins stressé, tu as plus de patience. Ok. Enfin, je pense, hein, mais c'est un vrai travail. La patience, c'est l'organisation de mon temps. Ok. Je vais pas lire avec Moi, je trouve que quand tu es organisé, parce que je ne suis pas forcément tout le temps, mais quand tu es organisé, tu es moins stressé. Si tu es moins stressé, tu es plus patiente. Ça veut dire que ça roule, en fait. Ça va pas du tout. Et dès que tu as... ceci, le cela, et
J'ai pas le temps de Bah tout faire. voilà, regarde Esther, elle fait son dîner, elle prépare les dîners le dimanche. Enfin, non, mais j'imagine que tu t'es retrouvée plusieurs fois dans cette situation où tu as oui. 4 gosses et tu n'en pouvais plus et tu as les cours et tu as ci et tu as ça et que tu te dis, bon, bah, voilà. La vérité, moi, je me demande comment tu fais. Non, mais C'est vrai, c'est une parce que question. c'est très dur. C'est très d'être toujours. Non, mais d'abord, je ne suis pas du tout régulière, mais je me dis. Alors, il y a une chose, c'est que, en fait, le rêve, il nous dit on va travailler sur 3 choses en particulier. D'accord? Et ça va être nos 3 points dans la gestion des émotions et ça va vous parler à chacune. Parce qu'on va travailler on va apprendre à être moins perfectionniste. Parce que souvent, c'est ça qui va jouer sur notre manque de patience. Parce qu'en fait, on est trop exigeante avec soi et du coup, on va faire des trucs. Au final, ce n'est pas grave, ils s'en fichent que ce soit comme ci ou comme ça. Les enfants, ce qu'ils veulent, ils préfèrent une maman plus cool, plus détendue et qui s'est donné moins de mal pour faire un truc parfait, d'accord? Nous aussi et le mari aussi d'ailleurs, plutôt qu'une maman qui offre une table merveilleuse tout le temps ou alors un cadre exactement comme il faudrait, mais en même temps, ça lui coûte tellement que du coup, elle n'a plus de patience et elle est nerveuse, elle est angoissée, etc. L'angoisse, c'est encore autre chose. Ensuite, moins impulsive. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a plein de fois où on se dit, mais je suis vraiment... 2 secondes après avoir réagi, on se dit, je suis vraiment désolée. Et ben alors, en fait, comment trouver le moyen de faire que j'arrive à faire sortir cette pression avant d'agir, d'accord? Ce qui fait que je serai moins impulsive. En tout cas, j'aurai des réactions beaucoup plus contrôlées et moins critiques, d'accord? Ok. Donc, c'est les trois dimensions qu'on va voir aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais qu'on va commencer à voir. D'abord, le rêve, il nous dit, pour travailler sur soi, il faut travailler avec soi. On va commencer par le perfectionnisme. Il dit, mais en fait, est-ce que vous vous souvenez du thème qu'on avait abordé sur l'amour inconditionnel? Okay. Il dit, pour aimer de façon inconditionnelle ses enfants, il faut être capable de s'aimer soi-même inconditionnellement. Okay. Un principe, très grand principe de la Torah, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Je ne peux pas aimer mon prochain, donc mon enfant, de manière inconditionnelle si moi-même, je ne m'aime pas de manière inconditionnelle. Et de manière inconditionnelle, ça veut dire que je sois indulgente et bienveillante envers moi-même, que j'ai réalisé tout ou pas tout ce que je pensais qu'il fallait que je réalise ou que je fasse, d'accord? S'aimer de façon inconditionnelle, c'est être capable de s'accepter tel que l'on est, être non pas complaisant, mais bienveillant. Bonjour Gaïa. Elle est trop cute. T'as envie de faire un petit coucou. T'as envie de faire un coucou. Elle a grandi. Oui, c'est vrai. Elles sont trop mignonnes. Il y a de l'action et de la nourriture. C'est ne pas être complaisante, mais bienveillante, patiente, encourageante envers soi-même. C'est tellement évident que si vous avez une meilleure amie qui vient vous raconter ce que vous racontez à vous-même, qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais quoi, mais tu es une grosse nulle, je ne te crois pas que tu as éclaté en pleurs parce que tes enfants ils t'ont renversé un truc sur ta pile de linge. Mais tu es vraiment une nullité totale. Jamais vous allez dire ça à votre meilleure amie. Vous allez lui dire quoi? Ça va, ma chérie, c'est pas grave, tu te rends compte. Mais attends, regarde, tu as vu tous les efforts que tu as fait ces derniers temps avec. D'accord? Mais avec nous-mêmes, on est capable de dire, mais qu'est-ce que tu es nul, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu as fait ça? Mais c'est pas possible. D'accord? Ça sent le vécu ou pas? Eh bien, il nous dit, il faut apprendre à être bienveillante, à s'encourager, à être patiente avec soi-même. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Alors qu'une relation conditionnelle, c'est se dire, si j'agis correctement, tant mieux, c'est normal, pas de quoi m'encourager, d'accord? Quand je fais bien les choses, quand une semaine se passe, que j'arrive à Shabbat, que j'allume les bougies
qu'il y a un repas sur la table, que tous les enfants sont en vie, bien habillés, tout va bien, d'accord. On ne se félicite pas assez, on devrait se mettre une médaille. Sinon, on se donnait moi, je dis merci tous des les stickers, là, Ah ouais. des étoiles à chaque fois qu'on fait un truc, on en met des étoiles, mais partout. Partout, Ouais. exactement. Exactement. Eh bien, on devrait le faire. Et pas qu'une fois dans l'année quand c'est la fête des mères. D'accord? On devrait vraiment le faire. Mais ça doit venir de nous-mêmes. On ne doit pas attendre ça des autres parce que ça nous crée de la frustration quand on attend ça des autres. Parfois, on se dit, bah alors chérie, mais tu ne m'as pas dit à quel point c'était merveilleux que… Ben, non, désolée, je ne sais pas. D'accord? Si on se le dit déjà soi-même, on se sent déjà beaucoup mieux. D'accord? Et c'est vrai. Alors, le perfectionnisme, en fait, il déforme et il nous conduit à une hostilité envers nous-mêmes parce qu'on veut que les choses soient parfaitement faites et que si elles ne sont pas comme ça, c'est pas top. Donc, je vais vous donner un exemple. Eline, tu fais partie de cet exemple, mais je fais un concours de pâtisserie dans pas longtemps. Et moi, pour moi, tu as toujours été une pâtissière hors pair. D'accord? Et j'ai demandé à d'autres personnes qui sont des pâtissières hors pair, je ne connais pas les talents de pâtisserie de tout le monde, est-ce que ça vous dirait de participer en tant que candidate? Oh, mais non, mais t'es folle, pas du tout, je ne suis pas du tout à la hauteur. Alors qu'en réalité, c'est des femmes qui sont reconnues pour savoir faire des bonnes choses. Et je dis, bah, mais tante, c'est pas grave. Non, 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 mais en fait, leur regard sur leur création elle-même ne sont pas satisfaites. D'accord? Je ne parle pas pour toi, je ne sais pas exactement si tu es satisfaite ou pas de tes créations, mais non, justement. Bah oui. Mais oui, il y a plein de gens qui devraient le faire. C'est rare que j'aille à un Shabbat ou un dîner et je me dis, c'est bien moins bien fait que ce que moi je Que fais. moi, ce que je peux faire. Tu vois, ce que moi je fais tous les vendredis. En général, c'est genre, waouh, c'est trop bien fait, c'est trop bon. Il a fait 14 plats, moi j'en fais que 12. J'en fais qu'un seul. Mais non, mais c'est vrai qu'on se compare toujours. Et surtout, même par rapport à soi-même, on se dit, non, mais là, je n'ai pas très bien fait. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais pareil, il y a quelques années, j'adorais faire les gâteaux pour les anniversaires des enfants. Et je me dis, et quand les gens voyaient ce que je faisais, ils me disaient, waouh, c'est toi qui l'as fait, c'est super et tout. Et je me dis, on ne voit pas à quel point la petite balle, elle n'est pas exactement la même que l'autre et que le truc et le aleph, il n'est pas dessiné comme il faut, et tatati, et tatata. D'accord? Ben non, ils ne voient pas ça. Parce qu'ils se disent juste, waouh, c'est pas une pâtissière. D'accord? C'est chouette, elle a fait ça pour faire plaisir à ses enfants et c'est bien sorti. D'accord? Ils ne se disent pas. Alors que nous, on se dit, il faut que ce soit parfait, il faut que le fondant, il n'y ait pas une petite balle. D'accord? Bon, entre-temps, moi, grâce à Dieu, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et du coup, si ça m'arrive de faire des gâteaux pour les anniversaires, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont là. Tu es content que maman ait fait un gâteau? C'est bien. Voilà. Mais c'est tout. Mais c'est vrai que le perfectionnisme, il nous amène en fait à être dur envers nous-mêmes. Et quand on est dur envers nous-mêmes, eh ben, on se crée toute seule un problème. C'est-à-dire qu'on se met déjà dans une situation où on part en minus en termes de possibilités de don à l'autre. D'accord? Alors que personne ne nous a rien demandé. C'est que nos enfants, ils préféreraient qu'on se dise « Ah, regardez, comme j'ai fait une belle table. Regardez cette belle table de petit-déj. Vous êtes contents, les enfants, et tout ?» Ils seront trop contents qu'on dise ça. Parce que de toute manière, ils vont dire « Ah, ben voilà, maman, elle se sent bien à propos d'elle-même. Et du coup, elle est capable de me donner encore plus d'énergie et de joie. » Alors que celle qui se dit « Oh là là, mais c'est pas possible, mais regarde ce toast, t'en supplie, regarde ce toast. La roquette, elle part un peu comme ça sur le côté. D'accord? Qu'est-ce que tu fais avec ?» Eh bien, mais c'est pas vrai, ceci dit. Quand j'ai vu la présentation, je me suis dit « Non. Eh bien, elle se met elle-même dans une situation où elle est en fait en négatif par rapport à ce qu'elle va donner. Elle se met déjà avec une jarre émotionnelle à moitié pleine, alors qu'en réalité, la journée n'avait pas commencé. D'accord? Moi, je te dis, mon électrochoc, ça a été quand mon fils il m'a dit, maman, tu es toujours fatiguée. Et ça, je me suis dit, stop. C'est vrai qu'on veut toujours faire plus, mais en fait, ce que tu disais, au final, qu'est-ce qu'il ne voit pas ces petits détails. T'es Il voit toujours fatigué. Parce qu'en fait, je voulais toujours faire plus à Shabbat. Non, en vrai, il s'en fout. Tu vois, il veut juste que tu sois enceinte. C'est vrai qu'il faut savoir se gérer, se stopper, quoi. Ouais. Même entendre parfois. Ce matin, j'écoutais Sarah et elle me disait « Oh, je suis fatiguée. » Je fais
est-ce que je dois dire ça alors? Je ne me rends pas compte. Ah, je suis fatiguée. Avec l'accent bien français, je dis, bon, ok, faut que je me corrige. Donc voilà. Beaucoup de parents ne s'acceptent pas eux-mêmes et se montrent extrêmement intransigeants et impatients envers leurs propres faiblesses. Il y avait quelqu'un qui doit partir. Ouais, 11h30 finalement. Ah, ok, d'accord. Ouais, merci. Alors, réellement, il y a un truc que j'ai appris en coaching que j'ai trouvé très joli. C'est il n'y a que quand on se plante qu'on pousse. Ça ne marche pas en anglais. Ouais. Only when you plant yourself. Ça ne marche pas. Bon, il n'y a que quand tu te plantes que tu pousses, que tu grandis en fait. Mais c'est tellement vrai. Il y a des cavalières parmi vous? Non? Bon. Moi, j'étais cavalière plus jeune et voilà. Et il nous disait, pour être un bon cavalier, il faut être tombé un certain nombre de fois parce qu'il faut remonter à cheval. En fait, ben, c'est exactement la même chose. Donc, voilà. Bon, on a fait à peu près la même chose. Je ne vais pas me faire une nuit mourir, mais j'avais mal au dos. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être en gros, nos erreurs, elles nous aident à grandir. Elles sont que des échelons vers lesquels on se dit, OK, en fait, ben voilà, je peux apprendre d'une erreur. J'ai fait ça. La prochaine fois, je ne le referai pas. En revanche, une mouche qui se prend... Elle est morte. Ouais, la théorie de la mouche qui va aller 50 fois sur votre fenêtre, se taper la tête au même endroit sur la fenêtre. Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu as? Tu es folle ou quoi? Eh bien oui, d'accord, ne faisons pas la mouche. Soyons intelligentes. Quand on fait une erreur, apprenons ce qu'on a fait de moins bien, qu'on aurait pu faire mieux. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur? Et si on voit les erreurs, mais même les énervements, je vous parle même d'angoisse, quand tu fais une crise d'angoisse par rapport à une situation. OK, qu'est-ce qui m'a mené là? Qu'est-ce que j'ai pu penser? Quelle a été ma manière de penser? Puisqu'en général, l'angoisse, ça vient d'une pensée originelle qui c'est l'imagination en fait, l'angoisse, qui va commencer à faire boule de neige et à amener à la mort, parce que l'angoisse mène toujours à la mort, d'accord? C'est que la pensée originelle, on ne sait pas ce que c'était, mais la dernière pensée, c'est toujours la mort. C'est au pire des pires des pires des pires, voilà ce qui va se passer, d'accord? Ça a sûrement une origine, l'angoisse, d'accord? Mais l'impatience, la colère, la tristesse, tout ce qu'on peut imaginer d'autre, d'accord? Et bien en réalité, on peut à chaque fois se poser la question, qu'est-ce qui m'a amené à agir comme ça? Okay? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce que j'ai pu croire qui m'a amené à agir comme ça? Et donc, qu'est-ce que je peux changer pour ne pas agir comme ça? Si c'est une angoisse, alors c'est différent. Je vous ai amené quelques exercices de... Je ne sais pas si on fera peut-être la prochaine fois. Je vous ai amené quelques exercices de coaching sur les émotions qui sont assez intéressants à faire. On fera aussi sur l'angoisse. Mais si on se pose la question, OK, dans telles circonstances, voilà, je me suis énervée, j'ai cassé un verre, d'accord, de nerfs. Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi est-ce que tu t'es mis dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le petit, on va reprendre les situations tout à l'heure, il a eu son chocolat, il a balancé, enfin, il a eu du chocolat qui a éclaboussé toute la pile de linge. Franchement, ça représentait cette pile de linge, 5 heures de travail toute la journée. Je savais, il va falloir que je le refasse, ça me déprimait. Donc, mais en réalité, l'origine, c'est quoi? C'est soit que tu dois organiser ton temps différemment. Est-ce que tu ne peux pas trouver une... D'ailleurs, si quelqu'un cherche pour ces piles de linge, il y a un truc qui s'appelle Happy Nest. Ils viennent chercher le linge à la maison, ils le lavent, service de lingerie, de laverie, quoi. Très bien quand vous n'avez pas femme de ménage, plutôt que de se dire comment je vais faire, oh là là, machin. Non, c'est très pratique d'avoir ce truc-là. Happinest.com. Je n'ai pas de shares de la compagnie, mais c'est très bien. C'est ça. Mais franchement, c'est ça. Soit comment est-ce que je peux réorganiser ma journée pour ne pas arriver dans cette situation où un petit truc ça m'a pris tellement de mois que c'est comme si je recevais une grande claque dans la figure, d'accord? Ou alors, quelle croyance ça a pu faire? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui... Oui,
voilà, la petite a toussé dans son lit, ça m'a angoissée. Alors pourquoi? Parce que je crois que quand quelqu'un tousse, bah, il est malade ou alors il est en train de s'étouffer, que Dieu préserve ou n'importe quoi. D'accord? Voilà, Ok, que j'ai pourquoi? kiffé, là, c'est Ben là, ça. tu essayes de te dire, ok, est-ce que réellement il est malade? Remets en question ta croyance. Est-ce que réellement il est malade? Non. Est-ce qu'elle peut tousser parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas se rendormir de la nuit quand leur fille a toussé une fois ou deux fois, d'accord? Parce qu'elles sont angoissées de qu'il vont leur arriver quelque chose pendant la nuit. Alors que, pas nécessairement. Donc, essaye de... Ouais, putain. Elle Donc, m'entend dans la bouche et- Elle va pas bien, par contre. Il y a toutes les mamans là qui veulent que tu enlèves le concours. Bon, moi, je regarde plus tard. Ah ouais, Chacun ses angoisses. Chacun ses voilà. Donc voilà. Alors, c'est intéressant, en fait, de se dire, d'apprendre de chacune de nos erreurs. Chaque fois où on va chuter, entre guillemets, de notre trajectoire, d'accord, on se dit, bon, ok, c'est un palier. Bien de ce palier, qu'est-ce que je peux apprendre? Ok. Et réellement, à partir de ce moment-là, plus rien n'est totalement négatif. On ne se sent pas mal, on ne se sent pas coupable. On se dit finalement, bah, ok, j'ai fait ça. Parce que d'accord? Et du coup, derrière, bah, j'apprends que pour ne pas me mettre, pour ne pas m'énerver après à qui m'ait demandé 15 fois le verre d'eau, je vais lui proposer d'avoir une petite bouteille d'eau à côté de son lit. Pour ne pas avoir à lui accorder qu'il aille se lever de son lit 3 fois pour un petit cookie avant d'aller se coucher, je vais lui dire avant l'heure du coucher, chérie, si tu veux un petit cookie, c'est maintenant, mais il n'y en aura pas après. Tu vois, parce qu'au final, du coup, tu ne vas pas t'énerver ou tu ne vas pas être impatiente qu'il aille se coucher, puisqu'il n'y aura plus de raison. En fait, c'est juste prévoir, essayer de voir. Et quand ça nous arrive de nous énerver, de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation ne se revienne pas? OK? Ça Et pique, je me non? suis habituée. Hein? Ouais, ça pique, je crois. Ouais, tu vois. Ah, c'est le Et moi, il y a le de la sandwich. moitié tunisienne. Enfin, un quart. Un quart Ouais, il y a tunisien. un quart tunisien. Moi, ça n'a pas déplu. Je sais que ça se voit pas. Non, mais de toute façon, il n'y a rien qui l'a trouvé. Pardon, désolée. Non, pas du tout. Mais en revue. Donc, on va finir sur ce point-là. Le Rav, il nous dit, le perfectionnisme élimine et invalide toute éventualité d'erreur, conduit les gens soit au découragement ou voire à la paralysie de progression, soit à la théorisation des erreurs. Au lieu de se lamenter sur nos erreurs, il faut apprendre à se réjouir de chacune des petites victoires qui vont paver notre parcours, se mettre des petites médailles, célébrer toutes les étapes qu'on arrive à, tous les jalons qu'on arrive à avoir, comme des stations intermédiaires, donc, qui nous rapprochent de notre objectif. Il faut apprendre à tirer satisfaction du cheminement et pas du résultat final. Does it make sense? Déjà, rien que de vouloir bien faire, c'est déjà bien. Exactement. Il y en a qui ne sont même pas conscients, mais il y en a qui ne sont pas conscients, qui sont pas... Faire de notre monde. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi, les fois, c'est-à-dire, moi, je suis très comme ça, et puis tout d'un coup, il y a explosion. Bon, en général, c'est pas sur mes enfants, c'est plus sur mon mari. Mais le principe est le même, tu vois, par exemple, la pile de laundry. En général, ce n'est pas à cause de la pile de laundry. C'est peut-être que pendant les 5 heures où j'ai passé à faire la pile de laundry, je me disais, je pourrais être en train de faire autre chose. Ça m'emmerde, je suis là, je vais commencer là-dessus. Donc, c'est plus, si tu veux. Et donc, après, tu arrives à ce stade, et c'est ça qui. Enfin, moi, dans mon cas, c'est ça qui me fait exploser. Pourquoi? Parce qu'elle représente l'amertume. C'était parce que justement, il y avait vraiment autre chose qui m'embêtait. Et tu vois, il en dit un truc, et genre, explosion, tu vois, mais en fait, c'est parce que il n'avait pas fait ci, ou moi j'ai fait ça alors que je voulais que lui le fasse, et j'ai rien dit. Je lui ai pas dit, je veux que toi tu le fasses. D'où le problème, non, mais d'où le problème de la communication. C'est tellement important d'apprendre, et ça on l'avait vu en Tarata Mishpara, à formuler ses désirs, ses besoins. D'accord? C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de... Et puis surtout voir ce qui n'est pas obligé de retomber ni sur toi ni sur lui. Et encore une fois, ce truc du happiness, ça paraît bête, mais je les recommande à plusieurs clientes qui m'avaient exprimé cette frustration de dire, mais ça me prend tellement de temps que quand je le vois changer de chemise le soir, je me dis, mais je t'en supplie, ne change pas de chemise. J'en peux plus. Et l'autre, il est là, genre,
Mais ouais, mais pourquoi je ne peux pas changer de chemise? Enfin, d'accord? Ok, alors à ce moment-là, à combien tu évalues ton coût, ce coût de frustration? Est-ce que, alors là, je ne sais pas, je crois que c'est 2 $ du kilo de Bye Bye Lynn. Et c'est 2 $, je crois, le kilo de linge, d'accord, plié. Et combien c'est de donner au pressing la chemise? Voilà. Et bien, dans ce cas-là, tu dis à ton mari, voilà, écoute, mon amour, tu sais quoi? Je me suis rendu compte que beaucoup de l'amertume que je peux avoir parfois en moi, elle est liée à certaines tâches qui sont très répétitives et qui me prennent du temps et de l'énergie et surtout dans lesquelles je ne me sens pas vraiment utile ou valorisée. Est-ce que tu penses qu'on peut déléguer ça en accordant un certain budget par semaine à ça? Okay, parce que ça me permettrait de faire des choses dans lesquelles je me sentirais beaucoup plus valorisée. Ça me permettrait de me soulager certaines heures où je pourrais aussi faire quelque chose pour moi, peut-être un peu de sport, et ce qui me permettra en plus d'aller dépenser mon énergie, d'évacuer, d'être hyper belle pour toi. D'accord? Et du coup, d'être beaucoup plus agréable le soir, en fait. Parce que tout ce que je suis en train de faire actuellement, je le ressens comme quelque chose de contraignant. Et cette contrainte, elle me rend amère. Et amère envers qui? Envers toi. Donc, à combien on évalue? Après, bon, il y a des personnes qui peuvent se le permettre, d'autres qui ne peuvent pas se le permettre. Mais essayez de voir comment, à ce moment-là, peut-être s'il ne peut pas se permettre, vous ne pouvez pas vous permettre, peut-être que le mari va dire, tu sais quoi? Moi, franchement, quand je regarde le match de foot, ça ne me dérange pas du tout de plier le linge. Viens, on fait ça ensemble. Et quand on fait ça ensemble, ce n'est pas du tout le même truc. Parce que je pense que tout revient à une question. Pour moi, tout revient à une question de temps. J'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps. Genre, je prends des heures pour faire mon sport parce que sinon, c'est même pas pour une question de microcosme. Je me sens mieux quand j'ai transpiré, que j'ai fait l'exercice, je me sens beaucoup mieux. Mais après, par exemple, cette semaine, on a une flotte dans la salle de bain dimanche de la nanny, où il y a la nanny qui a été dans sa chambre. J'ai dû tout sortir de la chambre, on a tout nettoyé. Et du coup, j'ai profité pour faire un grand nettoyage. Et j'ai commencé à scanner toutes les photos que j'avais, tu sais, les 12 photos de mon enfance, de mon père, de mes parents, enfin, tout ce que j'avais qui n'était pas digital. Je disais, je vais tout scanner comme ça, au cas où il y a un problème, j'ai tout sur mon téléphone. Mais ça prend énormément de temps. Et après, quand je fais ça, alors, pourquoi est-ce que tu ne fais pas faire ça? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas faire ça par quelqu'un d'autre? Il y a des compagnies qui font ça. Je sais, mais j'ai peur d'envoyer que ça se perde dans le... Alors, il faut à un moment lâcher du lest quelque part. C'est soit tu te dis, OK, ce n'est pas maintenant que je vais le faire. Je les mets dans un endroit où je sais que s'il y a un flotte, ce ne sera pas touché. Mais j'ai envie de faire ça. D'accord? Pendant tes vacances, quand tes enfants sont au camp ou pas, d'accord? Tu as un moment où là, c'est détente et tu vas faire le kiff de faire ce truc, alors fais-le. Sinon, si tu envoies les photos à une compagnie, tu te dis, bon, bah voilà, H&M fait que le truc, il ne se perd pas. Il y a un moment, on ne peut pas tout contrôler. Ce n'est pas possible. Et plus on est dans le contrôle, et plus on est dans le stress, et moins on est dans l'appréciation du moment. Et l'appréciation du moment, c'est ça qui nous donne de la joie, du bonheur, du plaisir. Moi, c'est toujours un truc c'est comme ça. Moi, c'est toujours un truc de vie. Quand je fais quelque chose qui n'est pas relié à genre la carrière que j'ai toujours voulu avoir, professionnellement, je me dis, mais mince, pourquoi je fais ça? J'aurais pu avancer dans ma carrière. J'aurais pu faire quelque chose pour là où je sais où j'ai envie d'être. J'avais toujours des goals pour moi. Et j'ai eu mes enfants et ça, et tout a été genre... mis de côté. Mis de côté. Et donc, à chaque fois que je fais quelque chose qui... Donc, par exemple... Et après, si je fais que ça et je ne passe pas du temps avec mes... je me sens aussi guilty. En fait, il faut que tu apprennes à vraiment aller là où tu as envie d'être. Et en fait, il faut que tu apprennes à occuper ta place et être en accord avec cette place-là. Et du coup, peut-être que tu vas devoir remettre en question certaines choses, mais il y a aussi, c'est très intéressant parce que c'est en rapport avec la fête de Shavuot. Vous avez 5 minutes ou pas? Ouais. Bon, j'enregistre quand même. Shavuot, c'est la seule fête du calendrier. Donc, il y a 3 fêtes qui font partie des Shalosh Regalim, des grandes fêtes où il y avait des fêtes de pèlerinage, comme on dit, d'accord? Dans la Torah, il y a Sukkot, Pessah et Shavuot. Okay? Sukkot, c'est déterminé dans la Torah par une marque, par une date dans le calendrier. D'accord? C'est à telle date du mois de Cheshvan qu'on fait Sukkot. Pessah, c'est à telle date du mois de Nissan qu'on fait Pessah. D'accord? Et Shavuot n'a pas de date. Shavuot, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, on compte 49 jours après Pessah, après le premier jour de Pessah, et on tombe à Shavuot.
D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a une date, mais dans la Torah, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a une date, c'est quoi? C'est le 5 et 6 Sivan. D'accord? Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et c'est très intéressant parce qu'on peut se poser la question, pourquoi ce n'est pas une date? Qu'est-ce que c'est d'abord? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une date? C'est parce qu'en fait, il y a une notion très spéciale à Pessah, à Shavuot. Shavuot, c'est la réception de la Torah. D'accord? C'est-à-dire que c'est le moment où le peuple juif qui est sorti d'Égypte, d'accord, donc qui a célébré Pessah, qui s'est libéré, le peuple juif qui a vécu dans les tentes, d'accord, et ça c'est Sukkot, maintenant il est prêt à recevoir la Torah. C'est quoi la réception de la Torah? C'est une sorte de ketouba, donc de contrat de mariage entre Hachem et un peuple qu'il va choisir comme étant sa fiancée, sa mariée, d'accord? Et vous vous souvenez, quand on s'est marié, notre Khatan nous a dit Ariat Mekudé Shetli Kedat Moshe d'Israël. Que tu me sois sanctifié en français, en réalité, que tu deviennes ma kadosh, d'accord? Tu deviens ma personne séparée du reste, différenciée du reste. Tu deviens différente à travers cet acte. Et nous, on fait comme ça si on est d'accord, d'accord? À travers cet acte, tu te sépares, tu te différencies du reste des autres femmes. Pour moi, toi et moi, on a une relation qui ne sera jamais normale, qui est extraordinaire. Vous vous souvenez, c'est le principe de Kedusha qu'on apprend dans la Tarat HaMishpara, que quelque chose de Kadosh, c'est quelque chose qui est extraordinaire. La relation que j'ai avec mon mari, ce n'est pas du tout la même que j'ai avec n'importe quel autre homme. Même avec mon père, même avec mon frère. Si je suis très proche de mon père et mon frère, bien sûr. Mais avec mon mari, c'est une relation Kadosh. C'est une relation unique, c'est une relation séparée, différente. Le jour où Hachem nous donne la Torah, il nous dit, toi, tu deviens ma femme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu deviens différent des autres peuples pour moi. Je te sépare des autres peuples, je te différencie, tu deviens unique. Personne n'aura ce même rôle que tu vas avoir toi dans mon plan, dans ma vie. D'accord? Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, Shavuot, ça veut dire les semaines. Okay? C'est comme ça qu'on appelle cette fête. Pourquoi les semaines? Parce qu'en fait, ça nous parle du temps. Entre Pessah et Shavuot, on compte des jours. D'accord? Ça s'appelle le Sephirat HaOmer. Et on ne compte pas à rebours en se disant, ok, J-49, J-48, J-, d'accord? Non, on ne compte pas à rebours. On ajoute chaque fois, chaque jour, un jour supplémentaire. Et en hébreu, il y a une notion qui s'appelle, comment est-ce qu'on appelle le temps? En hébreu, Zman. D'accord? Zman, c'est la même racine que Azmana, une invitation. Et il y a un concept extraordinaire. C'est qu'en fait, lorsque Hachem nous donne rendez-vous, comme ça, c'est très intéressant. En fait, on a dit ces fêtes du calendrier, elles s'appellent des Moadim. Un Moed, ça vient du même mot que Ya'ad, qui veut dire rendez-vous. En fait, c'est des rendez-vous, c'est des dates. D'accord? On s'est marié avec Hachem, à Shavuot, et après, on a des dates tout au long du calendrier. On a des rendez-vous, des moments à ne pas manquer, des moments de connexion. Parce que c'est quoi un date avec son mari? C'est un moment où on se reconnecte, un moment où on fait le point, un moment où on partage. D'accord? C'est exactement la même chose pour chaque Moed de toute l'année, pour chaque fête tout au long de l'année. Et en fait, il y a un concept super important, c'est que le Zman, c'est donc une invitation à comprendre que notre temps, il a une destination. Je peux décider que mon temps, il est voué à ne rien faire. D'accord? Et ça, d'ailleurs, en français, ça s'appelle tuer du temps. Tuer le temps. D'accord? Je peux aussi me rendre compte qu'en fait, le temps, Zman, c'est une invitation au voyage. Une invitation à un voyage qui est notre existence. Une invitation à découvrir qu'en réalité, dans chaque seconde, chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, je peux le remplir avec quelque chose. Et je peux le remplir, et c'est comme ça qu'on crée de la vie. C'est comme ça qu'on se sent bien. Et je peux le remplir en ayant une destination particulière. On n'est pas toujours en train de devoir le remplir
comme la société occidentale nous le dit, en disant par exemple, il faut absolument avoir des achievements, il faut accomplir, il faut ci, il faut ça. Non, ça peut être une destination totalement de connexion avec ta famille. Quand on pense à Shabbat, par exemple, c'est notre destination hebdomadaire vers une connexion, une unité familiale, vers une unité aussi avec Hachem, d'accord? Parce que c'est le moment où on se reconnecte à Hachem pendant la semaine, ok? Mais la notion de temps, elle est hyper importante et elle vient nous apprendre en fait à se placer dans notre espace-temps. À ce moment-là de ta vie, ben, tu occupes une place et tu as la possibilité d'enrichir ton temps ou d'utiliser ces secondes qui forment ta vie pour faire quelque chose, pour les remplir. D'accord? Mais c'est toi qui dois réfléchir à la destination de ce temps. Et en réalité, lorsqu'on devient mère, en un certain sens, on change de compréhension du temps. Et on est perturbé parce qu'on se dit, mais attends, alors mon temps maintenant, c'est quoi? Est-ce que je dois, la destination, c'est quoi? C'est moi? C'est mes enfants? C'est ma carrière? C'est Dieu? Quelle est la destination que je veux lui donner à ce temps qui m'est imparti en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que Virginie, en tant qu'Esther, en tant que Morgane, en tant que Sarah, Johanna, d'accord? En réalité, c'est des questions, c'est vraiment super important de se les poser. C'est vraiment super important de comprendre quel est maintenant mon objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux occuper mon temps? Vers quoi je veux diriger ma vie? Et ces questions-là, elles donnent beaucoup de travail au coach de vie parce que c'est pas facile de se les poser aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on attend trop de nous, entre guillemets. D'accord? On doit être à la fois des super women, être super bien entretenu, prendre soin de soi, manger sainement, faire du sport, travailler, avoir une maison bien maintenue, servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut, avoir des enfants qui ont tout ce qu'il faut, un mari qui est équilibré, une relation de couple dans le shalom. Ça demande tellement de choses. Alors, quelles sont réellement mes priorités? La Torah, elle vient aussi nous donner des guidelines. Elle vient nous inviter à chaque date. Donc, elle vient à chaque moed, à chaque fête, en fait, que ce soit Pessah, les 49 jours du Homer, Shavuot, le mois de Av, le mois de Tammuz d'abord, le mois de Av, Elul, la proximité avec lui, Rosh Hashanah. À n'importe quel moment, Hachem, il vient nous dire, attends, viens, je t'invite à réfléchir avec moi. Viens, je t'invite à comprendre quel est l'enjeu de ce temps dans lequel tu es maintenant. Et chaque année, c'est un enjeu cyclique, c'est-à-dire que les thèmes y reviennent. La liberté, le pardon, la diffusion de la lumière, vivre dans les épreuves, voir la lumière dans l'épreuve, retour sur soi, etc. Ces thèmes y reviennent sans cesse. Le thème des fêtes, d'accord, c'est un calendrier cyclique de 12 mois. Et pourtant, chaque année, on l'interprète différemment. Parce qu'on n'est pas la même d'une année sur l'autre. Parce qu'on s'est planté, qu'on a poussé, et que du coup, on entrevoit les choses différemment. On ne se pose pas la question de savoir, mais pourquoi on va lire toutes les semaines, tous les ans, les mêmes parachiotes à la synagogue? Et pourtant, il n'y a pas une année où on va lire la même paracha et on va l'interpréter de la même manière. Chaque année, elle vient me parler différemment, exactement sur le thème qui est compliqué dans ma vie cette semaine, ou le thème sur lequel je me pose des questions cette semaine, ou le thème sur lequel j'ai dit à Hachem, je t'en supplie, et clairement, je ne comprends rien, j'en peux plus, je ne sais pas, je suis perdue. Et pile, il t'envoie cette paracha, il t'envoie ce cours, et tu dis, waouh, total Hachem. D'accord? C'est tellement incroyable de voir à quel point Hachem, il vient nous inviter à chaque seconde, Zman. Vraiment. Et quand on voit que le temps, c'est une invitation et qu'on a le choix, on a le choix de ne pas, on a le choix de perdre son temps. Mais on a le choix aussi de décider que notre temps, eh bien, on va le diriger vers un objectif. Il faut juste s'asseoir et réfléchir, c'est quoi cet objectif? Et la Torah, bien sûr, elle nous guide dans ça. Et elle nous donne un objectif. Puisque l'objectif ultime de Ham Israël, il
celles qui ont fait le cours de Taharat Mishpacha, vous savez que le mariage, c'est quoi? C'est la connexion, l'unité, l'union. Donc, lorsqu'on s'est marié avec Hachem, c'est donc d'être connecté à Hachem. Et c'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est des moyens de connexion à Hachem, c'est tout, rien de plus. C'est utiliser le monde dans lequel il nous a placés pour l'élever et se connecter à la source, c'est-à-dire à Hachem, au Créateur. Donc, à travers l'accomplissement de mitzvot, par exemple, eh bien, je suis juste en train d'aller vers ma destination. Il m'invite, à travers ces mitzvot, à ce voyage vers lui, vers notre destination finale. OK? À ce prochain.